La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Bruno, comment ça va ? Ça va et toi Mathieu ? Bah écoute, impeccable. Ravi de te recevoir sur Tronche de Tech. Aujourd'hui du coup c'est un épisode un peu spécial puisqu'on est en direct du FreeUp Festival, donc un festival dédié aux freelances. On a même des gens avec nous, du public. Il n'y a pas que ma famille et ma boîte, c'est incroyable. Et c'est pas ma famille non plus. C'est pas ta famille non plus, bon, bah, top. Et donc du coup je voulais commencer un petit peu par te prévenir Bruno, parce qu'en fait aujourd'hui si Tronche de Tech a été invité au FreeUp, c'est un petit peu un hold-up, parce qu'en fait ce qui s'est passé concrètement c'est que tu vois c'est un festival de freelance et du coup très probablement ce que l'équipe a fait pour chercher des podcasteurs c'est de rechercher sur LinkedIn podcast freelance. Et en fait, il s'avère que moi, je travaille pour une boîte qui s'appelle Akazi, qui est un expert comptable dédié aux freelances et indépendants. Et donc, dans mon profil, il y a marqué Mathieu Sanchez, Akazi, l'expert comptable des freelances, podcast Tronche de Tech. Donc, ils m'ont contacté, voilà. Donc, si jamais il y a un vigile qui vient nous chercher pour nous sortir, c'est toi, il faudrait que tu cries je suis freelance. D'accord, ça marche. Ce qui est le cas en plus, je mentirai pas. Je suis un peu freelance aujourd'hui. Tout à fait. Ok. Bon, top. Je te propose de démarrer, Bruno, en commençant par te présenter en 3 phrases. En 3 phrases. Je suis Bruno Soulez, je suis un dev DEV pour différents extraordinaires et visionnaires, et je suis papa de 2 filles et beau-papa de 2 autres filles. Excellent. Et moi, je te connais depuis longtemps puisque j'écoute ton podcast. Merci. Je pense 2 ans, un truc comme ça. Donc c'est très marrant d'avoir ta voix en face de moi alors que j'ai l'habitude de la voir dans les oreilles. Donc voilà, très content de t'avoir aujourd'hui. Du coup, j'ai une liste de questions. C'est un peu le principe de Tronche de Tech, c'est de parler de toi. Et ma première question pour toi, c'est comment toi, t'es arrivé dans la tech ? Alors, je suis arrivé dans la tech très très tôt. Je raconte souvent que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur entre les mains, mais vraiment très très tôt. Ça, c'est de la chance, un pur hasard, hein, c'est une question d'environnement social. Ma mère raconte avec fierté que je savais utiliser un ordinateur avant de savoir lire. Donc j'ai toujours eu ça entre les mains. Vers 11-12 ans, je crois environ 12 ans, mon frère un jour m'a montré un programme qu'il avait écrit en BASIC qui rajoutait un côté à une forme géométrique. Donc ça commençait par un triangle, puis un carré, puis tu vois, ça rajoute un côté, ainsi de suite. Donc à l'époque, c'était sur un des premiers Mac portables. Alors le terme portable est un petit peu galvaudé, parce qu'il faut imaginer un truc qui fait la taille de 3 encyclopédies, qui fait environ 30 kilos, qui n'a pas de batterie, et qui a un écran quasiment de la taille de mon iPhone d'aujourd'hui, avec beaucoup moins de pixels. Et du coup, ça a été ça, en fait. Il y a une vraie fascination de me dire, ouais, truc de ouf, on a un triangle qui devient un rond. Et du coup, j'ai commencé le basique. J'ai commencé à bricoler le programme qu'avait écrit mon frère avec ses go-to, les machins, les trucs et tout. Donc j'ai commencé comme ça très tôt. Ok. Et derrière, comment t'es arrivé ? Parce que tu fais du web aussi beaucoup aujourd'hui ? Ouais, en fait, on a eu le web aussi. On a eu Internet très très tôt à la maison, parce que c'était en 93 à peu près qu'on a Internet qui est arrivé à la maison. Très vite, du coup, moi j'ai commencé à regarder sur comment faire des sites web. Donc j'ai fait mon premier site web. J'étais encore au collège, c'était sur Yahoo à l'époque. Et ensuite, j'ai créé la version française d'un site qui s'appelle Darwin Award. Je sais pas si tu connais. Si, ouais. C'est un site donc, qui récompense la mort la plus bête de l'année à chaque fois. T'as un exemple un peu de... Oh, il y en a plein. Il y a un des rares Français de l'époque qui est un Breton qui avait décidé de se suicider, et pour être sûr de pas louper son coup, il s'était imbibé d'essence, il s'était accroché à une pierre autour du cou, et il avait avalé du poison. Et donc il s'immole par le feu, il se jette du haut d'une falaise pour arriver dans la mer. Et en fait le truc c'est que en tombant, le temps de la chute, en étant immolé par le feu, en fait ça a mis feu à la corde, et du coup ça a retiré la pierre qui était accrochée à son cou. Donc il est tombé dans l'eau, ce qui a éteint le feu. Il s'est retrouvé en fait à dériver pendant des heures, et du coup en fait il a bu la tasse, et donc il a vomi le poison qu'il avait ingéré. Donc en fait il n'est pas du tout mort de tout ce qu'il avait prévu.
Mais en fait, il a flotté pendant plus de 3 heures, je crois, dans l'océan. Il a été récupéré par les gardes-côtes et il est mort d'hypothermie à l'hôpital en arrivant après. Donc ça, c'est un Darwin Award. Donc ça, c'est un Darwin Award. Donc j'avais fait le site français de ce truc-là, que je trouvais très drôle. Et j'avais été contacté par la créatrice du site d'origine pour être intégré à sa galaxie. Donc c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers dollars et que j'ai commencé ma carrière de développeur web. T'as gagné des dollars avant de gagner des euros. Exactement. Mais j'ai gagné des dollars avant que les euros existent. Avant que surtout. C'est surtout ça. Et oui, je suis vieux. Je suis vieux. Oh, t'es pas vieux, Bruno. Merci. Ok, beau démarrage. Maintenant, je voulais savoir, donc j'ai l'impression que tu as codé beaucoup de trucs dans ta carrière. Tu as l'air vraiment passionné. Est-ce qu'il y a un truc un peu what the fuck? Oui, j'avais fait un truc sympa. En fait, donc c'était sur une de mes boîtes précédentes où j'étais CTO, où j'avais des horaires de travail qui étaient assez élastiques, on va dire, où du coup je codais beaucoup de trucs. Et ma femme à l'époque me reprochait de pas toujours la prévenir en fait quand est-ce que j'arrivais, si j'étais encore au bureau ou s'il fallait l'attendre ou pas. Et du coup, je m'étais codé un petit script qui, en fonction de ma position GPS, à 19h10, je crois, quelque chose comme ça, ou 18h40, un truc dans le style, regardait où j'étais et du coup envoyait un message en conséquence, parce que j'oublie à chaque fois de l'envoyer, envoyer un message en disant finalement je suis encore au bureau, m'attendez pas, ou je suis en chemin, ou n'envoyez rien si j'étais déjà arrivé. Et ça, c'était pas buggé, ça marchait nickel. Ouais, non, ça marchait nickel. C'était donc à l'époque c'était sur Mac, c'était avant que Apple passe sur iMessage, où du coup en fait leur application de messagerie, donc tu peux envoyer des SMS depuis ton ordinateur et ça a utilisé le protocole Jabber en fait, donc tu pouvais t'insérer directement dans l'application. Okay. Donc j'avais pu comme ça me faire un petit script qui se pluguait là-dessus et aujourd'hui c'est plus possible. Quand ils sont passés sur iMessage, j'étais content et en même temps pas content parce que du coup je pouvais plus le faire. T'aurais pu le monétiser peut-être ce truc-là. Ça aurait pu être monétisable, il y avait peut-être un truc à creuser. Mais ma carrière est remplie de trucs cool que j'ai fait, que j'aurais pu monétiser et que j'ai pas monétisé. Ah bah, embrayons là-dessus, là. Qu'est-ce que tu aurais pu monétiser que t'as pas monétisé? Non, une histoire assez folle en fait, c'est que donc il faut imaginer, moi j'étais en école d'ingénieur, j'étais à l'ISEP en 2004. Et en 2004, du coup, je commençais à coder pas mal, je me suis mis au PHP. C'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de bases de données et de sites dynamiques. Et du coup, je m'étais créé un site qui s'appelait bivir.com qui permettait à mes potes et moi de nous échanger des messages, de partager des photos, d'organiser des événements, de faire des récaps de soirée. Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Et surtout, la temporalité est marrante, c'est que je l'ai créé en 2004, qui est l'année de création, effectivement, de cette autre plateforme que tout le monde connaît aujourd'hui. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que donc j'étais un jour à l'école d'ingé, j'étais en train d'utiliser mon site dans les bureaux de la junior entreprise de l'époque. Et il y a un camarade de classe qui passe derrière moi et qui me dit « Tiens, ça a l'air cool, ton truc, c'est quoi ?» Donc je lui explique ce que c'est, comment ça fonctionne et tout. Il me dit « Ah, c'est top, est-ce que je peux m'inscrire ?» Et je lui ai dit « Bah non, c'est pour mes potes et moi. » Et donc voilà, en 2004, j'ai inventé un équivalent de Facebook, sauf que quand Mark Zuckerberg a dit à ses potes « Mais bien sûr, venez tous, on va faire un truc avec le monde entier. » Moi, j'ai dit « Bah non, c'est pour mes 4 potes et moi, et c'est tout, et tant pis pour vous. » Voilà. Écoute, j'ai l'impression que le monde du dev est parsemé de devs qui ont fait cette erreur-là. Ouais, mais je sais pas si c'est une erreur. En fait, que ça montre surtout, c'est qu'une idée ne vaut rien, que l'exécution fait tout, et qu'en fait, des idées, il y en a plein. Il y a qu'à voir le nombre de SGBD qui existent, il y a qu'à voir le nombre de codecs vidéo qui existent. Enfin, tout le monde se dit, j'ai une super idée, ça va mieux marcher. Mais c'est pas pour autant que ça marche mieux, en fait. C'est juste qu'il y en a qui ont une vision, qui ont une projection qui est différente. Et que c'est ça la différence, elle se joue pas tant au niveau de la tech, au niveau de notre capacité à faire les meilleurs algos et autres. Ouais. On le voit bien, le nombre de fois où tu te dis je suis un meilleur dev que machin et en fait c'est lui qui est promu parce qu'en fait lui il apporte d'autres choses à table que juste de la tech, quoi. Ouais, ok. Intéressant, je partage pas mal cette opinion-là. Le côté très exécution, on parle souvent de l'exécution. Mais là dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il y avait aussi la notion d'objectif. C'est-à-dire que tu vois, si on compare avec ce que Mark Zuckerberg, il avait un objectif derrière ce qu'il faisait, un truc un peu tracé, alors que côté dev, on fait souvent des trucs pour s'amuser. Et c'est bien, hein, c'est chouette, je pense qu'on progresse beaucoup en s'amusant, mais du coup, c'est peut-être là je sais pas si on rate des trucs, mais en tout cas, on va pas au next step, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que cette notion de vision, pour moi, c'est le truc fondamental. Nous, en tant que dev, on a l'impression de se dire qu'on peut tout faire, ce qui est un peu vrai. On peut dev plein de trucs, même si t'es dev web. Rien ne t'empêche de te dire, tiens, je vais me mettre au C, puis je vais faire du dev embarqué et je pourrais programmer un missile. T'as un peu de formation à faire, mais en soi, techniquement, ça reste une suite de if, hein, on va pas se mentir. Mais effectivement, pour ça, il faut avoir l'envie d'aller tuer des gens pour construire un missile. Tout à fait. Donc la vision n'est pas la même.
C'est un exemple assez extrême. Est-ce qu'il y a un truc que tu as codé dont tu es particulièrement fier? Un truc que j'ai codé, dont je suis particulièrement fier. Oui, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs fois de faire du machine learning ou de l'intelligence artificielle from scratch, vraiment avec mes petites mains. Et j'en ai fait un avec juste du SQL et du PHP à l'époque où j'étais chez Auction, où j'avais fait un système de catégorisation automatique des objets. Mais il y en a un qui a été un petit peu plus fun à faire. Où en fait, quand j'ai lancé mon podcast, donc If This Then Dev, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent, mais qui écoutent ton podcast, mais qui savent pas que j'ai aussi un podcast, c'est vrai. Donc j'ai un podcast de dev qui s'appelle If This Then Dev. Et à l'époque, donc quand j'ai lancé le truc, j'avais quelques dizaines d'écoutes par semaine, ce qui n'était pas énorme. Et je me suis dit que le meilleur moyen de contacter des devs, ce serait avec du dev. Et donc pour ça, j'ai créé un mini réseau de neurones qui en fait est parti de mon compte Twitter, qui a analysé tous mes followers, qui a essayé d'identifier dans ceux-là lesquels étaient devs, lesquels étaient francophones et sur quelle techno ils bossaient. Et si jamais il y avait un résultat vrai qui a été identifié, ça parsait leurs followers et même principe, ça a propagé comme ça. Un crawler de Twitter, mais du coup intelligent. L'idée, c'était vraiment de cibler que les devs. Et dès qu'il y avait un compte qui était flagué, ça envoyait un DM en disant « Tiens, j'ai vu que t'es dev. Si t'intéresse, j'ai lancé un podcast. Voilà le lien et voilà un épisode qui correspond à la techno sur laquelle tu bosses. » Et ça a pas mal marché parce que quand tu vois ma courbe d'audience, il y a un vrai gap. Il y a un vrai gap. Il y a une progression d'un coup qui est hyper rapide. Et puis à un moment, ça revient à la normale parce qu'en fait, j'avais fait un réseau de neurones donc en apprentissage non supervisé, comme on dit. Je sais pas si tu. Si, ça parle. Donc en fait, c'est qu'il apprend tout seul et il y a aucun moment où je lui dis ça c'est une bonne décision, ça c'est une mauvaise décision. Et en fait, il a commencé. Je crois qu'il y a eu un amalgame qui a été fait entre Saint-Pétersbourg en Russie. Et je crois une ville en Bretagne, un truc dans ce style-là. Et du coup, il a commencé à contacter de plus en plus de devs russes, et donc pas du tout francophones. Et donc, comme il avait aucun moment, personne à aucun moment lui disait, là, en fait, faut t'arrêter. Et du coup, je me retrouvais à contacter tous les jours une centaine de développeurs qui me disaient, je parle pas français, en fait. Donc ça m'intéresse, ça a l'air très cool. J'en ai plein qui me disaient, ça a l'air très cool, mais je parle pas français. Donc il avait fait l'effort d'aller traduire mon message dans Google Trad et compagnie, donc c'est plutôt la démarche sympa. Et par paresse, comme beaucoup de devs, j'ai décidé de tuer mon IA à ce niveau-là. J'avais créé un monstre, fallait le tuer, tu vois, plutôt que de le recoder ou de refaire un truc. Ouais, parce que qu'est-ce que ça demandait comme travail de repartir d'un truc, tu vois, parce que repartir de zéro, ça veut dire si t'as la même seed, en fait, tu repars sur les mêmes devs, tu les recontactes tous. Comment t'aurais pu faire pour alors le vrai problème, c'est que encore une fois, je pense que t'es dev aussi, tu le sais, on est un peu paresseux. C'était juste ça en fait, il fallait retravailler un truc qui marchait bien jusqu'à un moment et puis tu te dis ça marche plus, c'est pas grave, on bazarde. Mais c'était pas juste un bug que tu pouvais corriger, c'était pas. Non, je pense qu'il aurait fallu que je reprenne. En fait, il aurait fallu que je revienne vraiment à la base, que je fasse vraiment un apprentissage supervisé. Depuis, je me suis renseigné quand même sur l'IA, comment faut faire. Et donc, il aurait fallu vraiment que je respecte les 3 étapes d'apprentissage avant de rentrer dans un apprentissage non supervisé pour avoir quelque chose d'efficace. Et ça, le coût était pas justifiait pas l'investissement. Et du coup, tu dis, je l'ai fait from scratch. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire vraiment, t'étais pas sur des librairies que t'as aujourd'hui en Python, tout ça? Ah ouais, non, vraiment pas. Je l'avais fait en PHP. Donc c'était une succession de if. Et parce qu'en fait, on peut faire de l'IA avec juste des successions de if. En fait, une fois que tu as assimilé que le machine learning, c'est basé principalement sur le théorème de Bayes, qui est un théorème de probabilité qu'on a tous vu, bien évidemment, au lycée, que tout le monde connaît. Je pense que j'ai pas besoin de le répéter. Mais moi, je pourrais pas le refaire de tête. Ah si, peut-être, mais bon, c'est pas le sujet. En fait, tu peux déjà, du coup, appliquer ce genre de régression assez facilement sur un dataset. Et tu peux essayer, du coup, de sortir des choses comme ça assez facilement. Mais bon, en fait, tu te retrouves à faire des maths. Et en fait, l'IA, c'est ça, c'est beaucoup de calculs statistiques et beaucoup de maths. Tu l'as pas open sourcé ce code qu'on le regarde? Et non, je l'ai pas open source. Alors c'est même pire que ça, je l'ai perdu, figure-toi. C'est vrai? Ah non, il était pas sur GitHub. J'ai changé de machine plusieurs fois et à court de transfert de machine, il s'est perdu. En revanche, j'ai essayé de le refaire un jour en no-code. Parce que maintenant, je suis un dev qui fait beaucoup de no-code. J'utilise un outil qui s'appelle Make.com, qui est absolument génial. Et du coup, j'avais réussi à le refaire en no-code. Alors, ça fonctionnait pas aussi bien, mais ça fonctionnait bien quand même. Mais c'est surtout que ça coûtait beaucoup plus cher parce que tu payes à l'action en fait et il y avait quand même beaucoup d'actions à faire.
Et du coup, ça devenait vraiment pas rentable. Et maintenant que l'API de Twitter est payante, et qu'il y a plein de gens qui quittent Twitter, c'est encore moins rentable. Ouais, c'est clair. Oui, aujourd'hui, tu pourrais pas refaire. À l'époque, elle était ouverte. Tu pouvais faire vraiment tout ce que tu veux. C'était de l'API quand même. C'était pas du crawling brutal Oui, je passe entièrement par l'API. Ouais. Ok. Bon bah cool, sacrée histoire. Top, Bruno. Je te propose de passer à la question suivante. C'est quoi du coup le pire souvenir de code de ta carrière? Alors le pire souvenir de code, ça a été pour moi l'illustration de ce qu'est un code spaghetti. En fait, quand j'ai rejoint Auction, donc en tant que CTO, qui est donc une startup que j'avais rachetée avec des associés et un fonds d'investissement. Pour l'historique, en fait, Auction, donc c'est un site qui fait de la vente aux enchères d'objets d'art, qui a appartenu pendant longtemps à un groupe qui s'appelait AGL, je crois, je sais plus, enfin bref, c'est pas important, qui travaillait surtout dans la rencontre. Ils faisaient des sites de rencontres de différentes thématiques différentes. Et en fait, la partie Auction, c'était vraiment c'était un petit joujou du fondateur, mais du coup, les équipes tech, en fait, n'en avaient absolument rien à faire. Okay. Et donc, les seules personnes qui travaillaient sur ce site-là, qui l'ont construite, c'était en gros les gens qui n'avaient pas de travail, donc en fait les moins bons devs de l'équipe avec lesquels personne voulait bosser, et les gens qui étaient en fin de stage ou en fin d'alternance, qui avaient du coup pas beaucoup de temps, qui avaient plus aucune motivation. Okay. Et donc l'ensemble du site était vraiment codé comme les pieds. Donc j'arrive là-dessus, on commence à essayer de réécrire une partie des choses, et donc le temps que tu réécrives, il faut que tu maintiennes le code existant. Et un jour, on me dit donc ils avaient décidé de créer un serveur d'envoi d'email eux-mêmes, plutôt que de passer par des services qui font ça très bien. Ouais, c'est clair. Donc, il y avait c'était quand tu as dit la date peut-être? C'était en 2013. Ouais, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça, tu dois déjà. C'était il y a 10 ans. Ouais. Il y avait déjà plein de trucs qui existaient. Il y avait déjà Mailjet, il y avait déjà Mailchimp, il y avait déjà plein de trucs qui existaient. Et l'emailing, en fait, quand tu creuses, c'est une galère technologique en fait. Et te lancer là-dedans. Donc ils avaient des systèmes de rotation d'IP sur des serveurs de programmation. Enfin, c'était absolument n'importe quoi. Et donc un jour, on me dit, il y a un problème sur l'envoi d'emails. Les emails partent pas à tous les abonnés. Donc je commence à travailler, à essayer de réparer les trucs. C'est une tannée, c'est le bordel, je m'y retrouve pas. Et du coup, en fait, face au problème, je me dis, ok, je vais désactiver l'envoi d'email le temps de corriger mon problème, quoi. Donc en prod, je désactive l'envoi d'email. Et là, 5 minutes après, on vient voir, on me dit, Bruno, on a un problème, la page d'accueil est complètement bousillée, quoi. Donc je regarde, effectivement, la page d'accueil n'avait plus aucun format, enfin c'était n'importe quoi. Et donc je cherche, je comprends pas, et je me dis, attends, sait-on jamais. Et je réactive l'envoi d'email, je te jure, ça a rétabli la page d'accueil. Donc en fait, il y avait un lien absolument incongru, inconnu, insoupçonné, où en fait, quand tu désactives l'envoi d'email, ça te pétait la page d'accueil du site. La définition du code spaghetti, quoi. Tu tires un truc à un endroit. Et ce jour-là, on a dit, ok, en fait, on va arrêter de maintenir le truc existant, on va tout réécrire, on va tout refaire. Et du coup, on a tout refait hyper proprement. Et tu savais dans quoi tu te lançais, parce que tu me dis, on a racheté cette boîte, tu sais, il y a toujours un système une démarche de due diligence où tu regardes un peu le code et tu dis c'est quoi la tech, enfin bref. Et ce truc-là, tu t'étais déjà... Alors, on n'avait pas fait de due diligence parce qu'en fait, dans la mécanique qui s'est réellement passée, c'est que moi, j'ai rejoint l'entreprise en tant que salarié et après, on l'a racheté avec ses associés. Donc, moi, j'étais déjà dans l'entreprise. Donc, à l'époque, j'avais été embauché et j'avais pas pu faire de due diligence. Du coup, on m'avait juste dit, on te prévient, le code, à mon avis, est pas ouf, mais puis en plus, j'étais arrivé dans un endroit où en fait, l'équipe technique était entièrement partie. Okay. Donc non seulement j'avais un code zéro connaissance avec zéro connaissance, donc il n'y avait pas de documentation comme bien souvent, personne pour l'expliquer et oui un code monstrueux. Et ça aurait, tu vois, je me pose souvent la question on a vu quelques-unes des due diligence et tout, et je me pose la question, ça aurait eu un impact sur le rachat, sur le montant, sur quelque chose à ton avis? Alors oui, vu le niveau du truc, oui, ça aurait eu un impact. Hein. Okay. Parce que tu vois, des fois j'ai souvent vu quand même des due diligence tech un peu négligés, où les gens ils y vont quand même et tout, c'est pas grave, et à chaque fois toi t'es tech et tu regardes le truc, tu dis mais non, mais j'y vais jamais. Et je sais pas si on a raison, enfin en tout cas moi je sais pas si j'ai raison ou tort de penser ça. En fait c'est toujours une question d'investissement, en fait tu te dis ok, combien je vais devoir investir pour tout réécrire. Ouais. C'est surtout ça, tu vois à quel point c'est pourri, à quel point il faut tout jeter ou pas. Ouais. Et après tu fais ton calcul, tu te dis est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller se lancer dans cette opération. Je pense qu'effectivement ça aurait changé la donne. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que avant de partir d'Auction, du coup, on a commencé à chercher pour revendre Auction, et du coup, il y a une due diligence qui a été faite. Il n'y a eu aucun warning levé sur la code base, comme quoi le code était clean. On a eu des audits de sécurité assez pointus qui m'ont permis d'apprendre plein de trucs. Et ma fierté personnelle aussi, c'est que l'entreprise du coup qui a fait sa due diligence
avait demandé à souscrire à une Key Person Insurance. Ok. Donc en fait, c'est une façon de dire que si je pars, c'est la merde. Ouais, ok. Et que du coup, il faut souscrire à une assurance sur le fait que je suis une personne clé. Ok. Et que du coup, il faut assurer le risque que je parte. Ça marche concrètement, t'as pris quoi, un gros salaire ou c'est quoi, c'est une prime, ça marche Non, c'est juste les gens qui rachètent le truc, ils doivent payer eux une assurance en disant du coup si jamais il part, on récupère de l'argent de l'assurance pour pouvoir recruter des gens rapidement qui peuvent aller prendre le relais. Je sais même pas que ça existait ce truc-là. Okay. C'est quand tu identifies qu'il y a une personne qui est trop critique pour un environnement. C'est ce qu'on appelle aussi le bus factor. Tu connais ça, ouais, je connais. Voilà. Ouais. C'est le même principe. C'est la version. C'est la version de Darwin Awards. Voilà, c'est un peu ça. Ok, excellent. Ok, top. Est-ce que tu peux me parler d'une passion que tu as à part le code? Alors, à part le code, c'est compliqué. C'est vrai? Ouais. Non, j'aime vraiment, vraiment beaucoup mon métier. Et tu vois, même quand j'étais CTO chez Auction, moi, je continue à coder. J'ai beaucoup codé. J'ai fait beaucoup de code review. Là, même aujourd'hui, où je suis freelance, je fais beaucoup de no-code, mais du coup, pour moi, c'est vraiment devenu du dev. C'est-à-dire que je code vraiment des applications. Mais avec des outils no-code, je fais quand même encore du code à côté. Je continue à faire du Python. Je me mets de manière un peu plus sérieuse aussi aux IA. C'est vraiment un truc qui m'anime. Ça, vraiment, je kiffe ça, quoi. Ok. Tu vois, la question que j'ai là-dessus, c'est... Donc moi, je suis passionné de code aussi, mais il y a quand même un moment où j'ai l'impression de... c'est pas si c'est plafonner le mot, tu vois, mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de voir un truc différent, tempérament. Et du coup, est-ce que toi, il n'y a pas un moment où tu as l'impression d'arriver un peu au bout du truc, d'arriver à avoir fait le tour? Alors ouais, quand tu es sur une techno que tu commences à bien maîtriser, en fait, pour moi, c'est surtout le cas quand tu es en entreprise ou sur un projet donné, où tu as ton framework, tu as ton environnement de dev, et du coup, quand tu as une nouvelle feature à faire, en fait, tu vois, tu as adopté ton framework à ton travail, tu as adapté l'ensemble à ta façon de travailler, et du coup, tu crées les choses assez facilement. Donc ça ronronne, et donc je pense que c'est de là que peut venir un certain ennui. Mais dès que tu changes de techno, en fait, tu te retrouves en situation d'apprentissage et en situation d'échec, en fait. C'est ça qui est difficile. Et après, même au-delà de ça, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon podcast, c'est que on fait quand même un métier formidable. Ça, c'est une certitude, mais on fait un métier d'une richesse infinie. Et tu vois, moi, j'ai eu beaucoup d'idées d'implémentation de fonctionnalités en PHP, qui était ma techno principale quand j'étais notamment chez Auction, en faisant des recherches sur du JavaScript, sur du Godot, qui est un framework de jeux vidéo, sur de l'embarqué, sur de l'ADA, qui est un langage aussi utilisé en embarqué absolument merveilleux, ou même sur du Brainfuck, qui est un langage absolument fucked up. Mais en fait, ça t'enrichit, ça te donne des idées, et tu réalises en fait qu'en fait, t'as réellement jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire que on le sait tous dans nos métiers de dev, qu'on a toujours des choses à apprendre, qu'il faut toujours se former et compagnie. Mais je pense qu'on réalise pas à quel point, même sur ta techno principale, t'as toujours des choses à apprendre, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, tu vois, la difficulté que je vois, c'est que... alors, mettons que je vais te prendre un exemple, tu passes d'un langage... tu vas vers un langage fonctionnel alors que tu as l'habitude de faire un langage orienté objet. Tu vois, là, je vois, moi, il y a une grosse satisfaction intellectuelle, tu découvres vraiment des nouveaux concepts, c'est hyper riche. Mais par exemple, tu vois, passer de PHP à Ruby et refaire le même truc dans une autre techno, là, j'ai une grosse frustration de me dire, attends, il y a une techno où je suis hyper productif et je vais aller hyper vite, et l'autre, en fait, où je vais refaire la même chose. Ça ressemble quand même, et tu vois, j'ai l'impression de... Ouais. Tu perds des super pouvoirs, en fait, c'est hyper frustrant. Et tu vois, j'ai du mal à me dire... Juste changer de techno pour faire la même chose, est-ce que ça c'est un truc qui te parle aussi, ou toi-même Alors non, je le comprends. Ça, quand tu te retrouves dans cette situation d'échec, et pour moi il y a quand même et je le dis avec toute la bienveillance du monde, pour moi il y a une question d'ego en fait. C'est-à-dire que tu as une satisfaction de te dire aujourd'hui je sais coder un truc en claquant des doigts, je suis le roi du monde, et puis en fait on te file une autre techno et vas-y mon coco, vas-y claque des doigts, montre-nous un peu ce que ça donne quand tu claques des doigts. Et c'est difficile en fait, ce sentiment de se dire en fait je ne sais plus rien. T'avais l'impression de savoir et en fait je ne sais plus rien. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que on a l'impression, comme en fait n'importe qui, c'est-à-dire que tu demandes à n'importe qui dans la rue, c'est quoi la différence entre du C et du PHP, ils vont dire c'est du dev en fait. Et toi aussi en fait tu dis la même chose, tu dis en fait c'est du dev, je devrais savoir faire. Mais non, en fait c'est des paradigmes qui sont quand même assez différents.
Alors c'est sûr, tu as moins de différence entre du PHP et du JavaScript que entre du PHP et du Haskell ou du Ada, enfin tu vois, ou même du... J'ai un langage en tête, mais j'arrive pas à trouver le nom. OCaml, un truc comme ça. Alors il y a OCaml, mais non, j'en avais un autre en tête, celui qui a servi à utiliser WhatsApp, qui est un truc sur du réseau. Ah oui, Erlang. Erlang, ouais, exactement. Ouais. Là, qui sont vraiment des paradigmes qui sont super différents. Mais je trouve que moi, avec l'âge, j'ai appris en fait à aimer ce moment-là, de me dire, bah en fait, il faut que je réapprenne des trucs. Je ne sais pas tout, et tant mieux, parce que ça doit être très chiant de tout savoir. J'ai encore des choses à apprendre, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que ça me vient aussi un petit peu de mon expérience chez Ada. Je sais pas si tu le sais, mais moi je donne des cours. Je suis intervenant à l'Ada Tech School, qui est une école de développeuses, donc une école qui a pour vocation à mettre un peu plus de féminité dans le monde de la tech, qui en manque cruellement. Est une école en fait qui s'adresse du coup principalement à des jeunes femmes qui sont en reconversion. Et je trouve que cet effort à faire, cette force qu'il faut avoir pour se dire j'avais un boulot qui fonctionnait bien dans le monde de la mode, dans le monde de la santé ou dans je ne sais quoi, la comptabilité, et du jour au lendemain je vais aller m'attaquer à un nouveau métier. Je vais craquer mon porte-monnaie, je vais prendre une formation qui va durer 8 mois avec un apprentissage qui va durer 2 ans, où je vais gagner une misère pour réapprendre un métier. Ah, putain, il en faut de la force quand même, tu vois, parce que tu vois, à la rigueur, toi et moi, quand on passe sur un nouveau langage, il y a plein de paradigmes qu'on maîtrise assez facilement. Quand tu prends un nouveau framework, tu passes d'un Symfony à un Zend très facilement. Là, te dire que c'est des personnes qui étaient comptables, ou voire même qui étaient vendeuses dans un magasin de vêtements, et on leur dit, tu sais quoi, maintenant je vais t'apprendre ce que c'est qu'une pile, je vais t'apprendre le langage, le React et compagnie. Je trouve que c'est fou. Je trouve qu'elles sont très courageuses de faire ça. Et c'est vrai que du coup, ça m'a inspiré. Okay. Et aujourd'hui, je trouve que cette capacité du coup à se mettre en situation d'échec pour apprendre des choses, moi je trouve que c'est un beau moment en fait. Mais je te rejoins pas mal sur le truc, mais de nouveau, tu vois, mais quand tu es en situation d'échec, il y a une curiosité, moi, qui prend vraiment le dessus. C'est-à-dire, j'ai envie de le faire marcher, je suis content, j'apprends un nouveau truc. Mais des fois, c'est pas assez différent pour que j'ai l'impression que ce que j'apprends me satisfait intellectuellement. Tu vois, c'est plus ça. Et c'est du coup, je suis hyper frustré de me dire, tu vois, il y a une notion d'ego, c'est sûr, mais il y a aussi une notion de... tu sais, finalement, le code, c'est quand même pour faire quelque chose. Et ce quelque chose qui est important que j'ai envie de réussir à faire, j'arrive plus à le faire. Et je suis frustré parce que je me dis, mais bon, en fait, est-ce que vraiment ça a du sens que je le fasse dans un autre... Faut qu'il y ait une vraie raison pour que je le fasse dans un autre langage. Oui, parce que tu passes d'une capacité à créer une app en une semaine à passer 3 jours à faire un Hello World. Et tu te dis, attends, le delta est quand même violent, quoi. Mais en fait, c'est ça aussi. Mais tu sais que cette capacité à se remettre dans cette situation d'échec, c'est la composante principale de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est un terme qu'on connaît en général, qui est donc notre capacité à apprendre. On dit souvent que les enfants ont plus de plasticité cérébrale que les personnes plus âgées, mais c'est juste que les enfants, ils vont à l'école tous les jours, ils apprennent tous les jours, ils apprennent tout le temps. Donc ils sont dans cette dynamique-là. Et si tu restes dans une mécanique de dire, en fait, régulièrement, il faut que j'apprenne des choses, en fait, t'as aucun problème de continuer à apprendre des choses. Je crois qu'il y a des études scientifiques là-dessus qui montrent que tu conserves plus de plasticité. Parce que, à un certain âge, en fait, ça commence à ralentir ta plasticité cérébrale. Mais si tu continues à apprendre, du coup, en te mettant en situation d'échec, comme tu dis, tu regardes beaucoup plus longtemps ce truc-là. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de retraite, on fait jouer à la Wii, des trucs comme ça. En fait, c'est pas juste un délire, c'est que ça a un vrai intérêt sur garder tes capacités cognitives. Après, tu vois, tu peux même le corréler à un autre truc. On entend souvent dire les enfants sont plus doués. J'arrive pas à formuler ma phrase. Les enfants sont plus doués avec la technologie que les personnes âgées. Et en fait, il y a des études qui ont prouvé que c'est pas qu'ils sont plus doués que les personnes âgées, c'est juste qu'eux, ils connaissent pas la valeur de l'objet. Tu donnes un iPad à un gamin, tu peux lui dire, écoute, tu fais attention parce que l'iPad, il coûte 1 500 €. Il va dire, 1 500 €, lui, il sait pas ce que c'est. Une personne âgée, tu lui dis, ça coûte 1 500 balles. Fais attention, tu vois, au truc. Et en fait, comme l'enfant, il connaît pas la valeur des choses, il va les triturer dans tous les sens, il va les bricoler, il va les bidouiller, il va les machins. Tu vois, moi, quand je repense à moi, quand j'ai découvert le basique, où je faisais mes go-to, mes machins, mais aujourd'hui, en tant que dev, je verrais quelqu'un coder comme ça, je dirais, mais comment tu peux faire un truc pareil? Sauf qu'en fait, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Et du coup, c'est en testant et en me plantant que tu apprends des choses.
Ce que tu dis, indépendamment peut-être de la valeur de l'objet, c'était la valeur de l'erreur. En fait, les enfants, ils n'ont pas peur de l'erreur. Ils n'ont pas peur de tout casser, ils n'ont pas peur de perdre des choses. En fait, ils le perçoivent pas. Et nous, on essaye. Il y a des trucs qu'on n'essaye pas, on se censure parce qu'on se dit, tu vois, moi, je fais de l'escape game beaucoup. Je suis un grand fan d'escape game. Et en fait, dans l'escape game, ceux qui ont les meilleures idées, c'est souvent ceux qui tentent des trucs. Toi, tu te dis, mais what the fuck, ça va jamais marcher. Et en fait, eux, ils ont tenté un truc que toi, tu dis, c'est sûr, c'est une erreur. Tu te auto-censures sans le savoir. Et en fait, eux, ils avancent beaucoup plus vite que toi. Donc, complètement. Un petit peu ce truc-là. Ok, top sujet, Bruno. Cette question que je voulais te poser, je crois que tu avais 2 réponses pour moi. On va voir. Est-ce que si je te demande une opinion tranchée sur quelque chose, c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit? Mon opinion tranchée, en ce moment, j'ai un vrai énervement sur les gens qui lisent pas les messages d'erreur. Mais ça vaut à tous les niveaux. C'est-à-dire que donc moi aujourd'hui, je suis plus sur des sujets, on va dire de mise en place de process, d'organisation d'entreprise et compagnie, et du coup mise en place d'outils qui vont avec. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, je comprends pas, là l'outil il marche pas, regarde, je fais ça, clac, 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 ils me font une démo, tu vois, ils me font le chemin qu'ils font. Puis à un moment, il y a un message d'erreur, tu sais, ils cliquent sur OK, le message d'erreur disparaît. Et ils me disent, tu vois, ça marche pas. Je dis, oui, ça marche pas, mais en fait, moi, j'ai pas eu le temps de lire ce qui s'est écrit sur le message d'erreur, il y avait écrit quoi? Ils me disent, ah bah je sais pas. Je dis, bah viens, on refait le process ensemble et on le refait. On s'arrête sur le message d'erreur. Je dis, bah tu vois, là, il dit quoi? Ah, il dit, bah il faut que je fasse ça. Je dis, bah guess what? En fait, il faut que tu fasses ça, quoi. Moi, je le vois aussi dans le dev. J'ai eu régulièrement dans mes équipes des développeurs ou des développeuses qui ne lisent pas les messages d'erreur, qui ne lisent pas la trace, qui ne lisent pas les variables d'environnement quand il y a une erreur qui se déclenche, et qui du coup se disent, partent dans l'idée de se dire, mon problème il est ligne temps, mon problème c'est telle librairie, c'est tel framework, c'est telle variable, sauf qu'ils n'ont pas lu en fait ce qui s'est passé, et du coup ils s'entêtent à coder un truc ou à réparer un truc qui fonctionnait très bien, qui du coup en fait ils font juste le casser encore plus que ça, alors que parfois il faut juste se poser, prendre un peu de recul, on lit ce qu'il y a écrit et puis on avance en conséquence. Donc en ce moment, tu vois, et du coup, quand je crée des trucs, je pars toujours du principe que les gens ne lisent pas les messages d'erreur. Okay. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, quand tu veux faire un dev, une app qui est bien, il faut que tu aies des messages d'erreur clairs. Ouais, mais les gens ne lisent pas, en fait. Donc, il faut trouver des moyens d'amener les gens à pas faire d'erreur en sachant qu'ils ne liront pas les messages d'erreur. C'est difficile, hein. Je n'ai pas la réponse encore. Non, mais c'est vrai que c'est un grand sujet de vie. C'est-à-dire que bon, après, des fois, tu te fais engueuler parce que tu fais des messages d'erreur incompréhensibles aussi, c'est beaucoup trop technique ou quoi. Ouais, mais ça, à la rigueur. Quand j'étais jeune, on avait les messages d'erreur de Windows. Windows a rencontré une erreur X3227. Tu fais OK, cool. Que faire? T'as le choix entre OK et cancel. OK. Maintenant, ça a changé. Tu vois, maintenant, j'ai pas souvenir de voir encore des messages d'erreur cryptiques. Et même dans le dev, aujourd'hui, quand tu regardes des langages comme Rust ou même t'as un compilateur qui t'aide énormément. Ça n'a rien à voir avec ton compilateur de C qui te disait segfault et lin6. OK. Là, maintenant, Rust, t'as des erreurs qui sont quand même vachement détaillé, vachement expliqué. Est-ce que tu peux remonter? Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Je sais pas, Rust, j'en ai jamais fait, mais est-ce que t'as un état de la pile, t'as tout ça? Tu peux tout... Tu peux tout définir après pour avoir des choses de plus en plus claires. Okay. Et comment, je reviens sur le sujet des messages d'erreur, comment t'analyses le fait que les gens, et peut-être en particulier les devs, regardent pas les messages d'erreur, en fait, prennent pas ce rôle? Parce que je veux dire, t'es quand même énervé contre toi-même quand tu n'y arrives pas, là, t'as envie que ça marche, donc à un moment, tu vas respirer, tu vas regarder. Pourquoi il y a peut-être plusieurs réponses possibles. Et peut-être que le point commun à toutes, ce serait ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette notion d'ego. Okay. Cette impression de « mais je sais en fait ». Bah oui, je le sais, l'erreur, elle est là. Non, mais en fait, tu le sais pas, elle lit, parce que tu fais des trucs bien aussi. Donc, l'erreur, elle n'est pas forcément là où tu penses. Pour moi, tu as aussi cette notion d'ego. Et après, il y a ce qu'on peut aussi appeler la fougue de la jeunesse. C'est-à-dire que tu le vois bien... Tu le vois moins sur des développeurs seniors, ce truc-là? Bah ouais. Tu vois aussi un exemple flagrant. Moi, à chaque fois que j'ai eu des personnes en alternance ou junior, tu leur dis, est-ce que tu peux me faire telle fonctionnalité? Ils vont te recréer des fonctions qui existent de base dans le framework ou dans ton langage. Et tu leur dis, mais pourquoi tu as fait ça? Ah bah parce que il fallait une fonction qui fasse ça. Je dis, oui, mais elle existe déjà. Enfin, de parser une chaîne de caractères, on sait faire depuis longtemps, tu vois. Et c'est cette impression de se lancer, genre on me demande de faire un truc, on me demande de dev un truc, bah je dev, direct je dev, je code. Non, bah en fait notre métier c'est pas de dev, notre métier c'est de résoudre des problèmes. De trouver des solutions, exactement.
et trouver des solutions à des problèmes que parfois les gens n'identifient pas. Donc il faut comprendre le problème, donc il faut poser des questions sur le problème avant de se poser des questions de dev, de tech et compagnie, quoi. Et du coup, c'est une nécessité, une capacité à prendre du recul. Et en fait, avec l'âge, tu t'es tellement pris la tête pendant 3 jours à essayer de corriger un truc alors qu'il te manquait un point-virgule quelque part, ou que tu n'avais pas importé la bonne librairie, ou le bon module, ou je ne sais quoi, que, en fait, avec l'expérience, tu sais que, ok, attends, j'ai pas à reperdre 4 jours, j'ai autre chose à faire. Et pour moi, ouais, ça vient avec l'expérience. Et c'est peut-être aussi, du coup, avec l'expérience que vient cette forme d'humilité, tu vois, si on revient à cette notion d'ego. C'est qu'à un moment, tu t'es pris tellement de claques, tellement de bugs, tellement de problèmes, de compilations. Tu sais que c'est toi le problème. Exactement. Tu sais que le problème, il est entre le clavier et la chaise. Et tu sais que le problème, il vient de toi, quoi. Ouais, ok. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu as dit un truc important. Enfin, tu parlais avant des gens en reconversion, et du coup, je trouvais que des juniors, et de se poser les questions. Et en fait, ce que j'aime bien dans les profils en reconversion, je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, c'est que ils ont un background très différent. Et du coup, je trouve qu'ils ont plus cette capacité à prendre du recul, notamment dans ces situations-là, en fait. Et tu vois, à poser les bonnes questions, à chercher à résoudre le problème avant de jumper dans le dev. Voilà, moi, je l'ai pas mal vu. Et je trouve que c'est une force qu'on sous-estime souvent chez ces profils en reconversion qui sont aujourd'hui, peut-être, qui ont plus de mal à trouver des bons développeurs. Carrément, ouais. Mais ça revient, en fait, c'est peut-être juste parce qu'ils ont déjà de l'expérience. Et qu'en fait, même s'ils n'ont pas eu d'expérience de dev, ils ont déjà eu le cas d'avoir un client casse-pied qui vient te demander un truc qui est impossible. Il faut que tu trouves une solution. Enfin, tu vois, ils ont déjà vécu des choses et du coup, ils ont déjà cette notion de prise de recul. Okay. C'est peut-être lié aussi au fait que, on va pas se mentir, une bonne partie des gens aujourd'hui qui choisissent des formations de dev sont des gens qui ont déjà une appétence technique, technologique qui est quand même assez forte. Tu prends dans les écoles d'ingénieurs ou même dans les facs et autres, t'as la majorité des gens. Alors, ils ne sont pas forcément déjà dev, mais tu vois, ils ont un ordinateur entre les mains depuis un petit moment. Là où les gens qui sont en reconversion, potentiellement, ils n'avaient pas d'ordinateur à la maison avant de commencer la formation. Donc, ils ont eu ce besoin d'apprendre beaucoup plus de choses, ce qui leur donne du coup aussi peut-être plus de sagesse, quoi. Ils se sont déjà pris une grosse claque dans la gueule quand même. Ouais, c'est vrai. Et sur ce sujet aussi, tu parlais du coup les seniors qui ont quand même plus de recul sur ces trucs-là. Moi, je vois quand même même en tant que senior, tu vois, je vois des moments où tu es devant ton problème, mais tu n'y arrives pas. Et moi, j'ai ce truc tu sais, tu vas demander à quelqu'un d'autre de regarder avec toi. Et en fait, la personne qui vient de l'extérieur va pas forcément te trouver la solution, mais des fois, le simple fait d'avoir quelqu'un qui t'observe résoudre ton problème, moi, je sais pas, c'est pas que moi, hein, je sais que je l'ai vu chez d'autres devs, ça te permet de débloquer, de trouver tout. Des fois, instantanément, la personne, elle est juste venue à côté de toi, elle regarde, alors que ça fait 2 heures que t'es dessus. Mais parce qu'en fait, ce qui change quand la personne vient, c'est que tu lui expliques. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un moment, tu réalises que tu dis un truc qui a pas de sens. Tu dis, ouais, mais là, tu vois, je fais appel à ma variable. Ah, mais en fait, elle est vide. Bah oui, je suis con, elle est vide. Tu vois, c'est le fait de l'expliquer, de le verbaliser, exactement. Okay. Qui fait ce truc-là. Ouais. Après, je rebondis sur ce que tu dis tu dis même moi en tant que senior. Ce qui est quand même marrant dans notre métier, c'est que toi et moi, on est considérés comme seniors. Ouais. Alors, je sais pas quel âge que tu as, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Moi, j'ai une 40aine d'années. J'ai 37. Donc, on est considérés comme seniors. Ouais. À 40 ans, on devrait avoir une espérance de vie qui devrait avoisiner les 90 ans. On est déjà considéré comme senior, c'est problématique. Enfin, tu vois, ça fait que 20 ans que je bosse. J'ai encore plus de 20 ans de cotisation à faire, même plus parce que étant freelance, on sait ce que ça coûte. Et je suis déjà considéré comme senior, c'est problématique. Je suis d'accord. Et du coup, moi, j'ai fait un épisode sur mon podcast où j'ai reçu un vrai senior. Ok, j'ai reçu quelqu'un. Attends, il avait quoi? Je crois que ça fait 57 ans qu'il dev. Et qui dev, réellement, t'as pu continuer à coder aujourd'hui. Ok. Et là, tu fais, ok, là, j'ai un dev senior. Mais c'est marrant parce que, tu vois, ce truc-là, c'est rigolo parce que effectivement, je pense que c'est une question, je suis peut-être pas le seul dev à me la poser, mais en fait, aujourd'hui, la filière où tu deviens très tech, expertise technique, en fait, tu te demandes justement, quand tu vas t'approcher de ces âges-là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est pas possible, tu vois. Moi, j'ai quand même cette impression-là, et c'est peut-être ce que tu disais, comme on est senior très tôt, en fait, on se dit, mais je vais devenir quoi? En fait, je vais pas rester 35 ans senior, en fait, c'est pas possible, tu vois. Donc il y a peut-être un lien avec ce truc-là. Ouais, mais en fait, on a...
On a un métier qui est quand même très particulier, qui est difficile à comparer, je pense, à d'autres professions. Et la seniorité, elle apporte beaucoup de choses. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Il y a plein de sujets. En fait, il y a déjà, quand on parle de pénurie de dev sur le marché, on dit qu'il y a une pénurie de dev sur le marché depuis... ça va faire 30 ans qu'il y a une pénurie de dev. Quand tu creuses les chiffres, il y a plein de devs juniors au chômage. Il y a plein de devs seniors au chômage. La raison, c'est que les entreprises, elles veulent des devs entre 3 à 5 ans d'expérience. Et pourquoi entre 3 et 5 ans? Parce qu'à partir de 3 ans, tu as une expérience qui est suffisamment correcte pour que tu sois autonome et rapidement efficace et que tu apportes quand même du coup beaucoup de valeur. Et après 5 ans, c'est que tu es trop cher. Parce qu'il y a une vraie pénurie de devs sur le marché. Et du coup, après 5 ans, tu deviens très cher. Donc les entreprises ont du mal à payer ce prix-là pour quelqu'un qui va, entre guillemets, juste dev. Et donc tu vois des juniors qui galèrent à trouver un taf alors qu'ils voient partout qu'il y a une pénurie, mais moi je trouve pas de taf. Donc c'est que je suis nul. Donc ça leur fait quand même mal à l'ego. On revient à l'ego. Et les gens plus expérimentés, ils galèrent à trouver parce qu'ils disent je comprends pas, j'étais payé comme un roi dans ma boîte d'avant et là maintenant je cherche un taf et on me propose que des prix qui sont en dessous. Donc en fait je suis nul. Donc, pareil, ça fait de nouveau mal à l'ego. Mais pourtant la seniorité, comme on a un métier qui coûte cher, qui est critique et qui est nécessaire à toutes les entreprises, quand tu es senior aujourd'hui, on a besoin que tu fasses plus que juste coder. Parce qu'en fait, on ne mesure pas la valeur d'un dev aux lignes de code qui pond. Parce que ça n'a pas de sens. C'est à ce que tu apportes à la structure. Et du coup, quand tu es dev senior, on a besoin que tu encadres, que tu formes, que tu transmettes ton savoir aux personnes qui sont un peu plus jeunes et qui font encore des erreurs. Et du coup, sur ce sujet du junior, en fait, moi je vois ce sujet où, tu sais, les entreprises ont du mal à se dire j'investis dans un junior, parce que c'est un investissement, c'est de la formation, on a un métier où, comme tu le disais, on se forme en fait toute la vie. Et ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'il y a plein de métiers qui sont comme ça. Là, moi, quand je suis rentré chez Air France, en fait, je faisais un peu du code, mais en vrai, tu rentres, t'es junior, et pendant longtemps, on va te former. Mais j'ai l'impression que, bizarrement, comme en dev, on peut très vite mesurer ce que tu produis, en fait, quand même, tu vois, c'est parce qu'on peut mesurer ce que tu apportes, tu vas mettre des features en prod, etc. Et ben en fait, on a une meilleure idée de quand est-ce que t'es vraiment, entre guillemets, rentable. Et du coup, on se dit, mais non, mais en fait, c'est hyper long, donc je vais pas le faire. Alors que je pense que c'est pareil dans plein de domaines qui sont exigeants peut-être techniquement, tu vois, je pense. Et nous, comme on le voit mieux, en fait, on a cette espèce de réflexe. Moi, j'ai encore discuté avec des CTO qui me disaient, non, effectivement, je recrute pas de juniors, c'est trop coûteux, c'est pas possible. J'ai une équipe de seniors qui roule. Et en plus, tu as le sujet, comme tu dis, de la transmission. Je sais pas si on n'a pas un problème culturel de... En fait, notre métier, c'est vraiment de passer du temps à transmettre. Et c'est pas facile, parce que toi, quand tu as envie de dev, souvent, tu as envie de produire. C'est pas forcément naturel d'être un pédagogue. Enfin voilà, moi, j'ai pas mal observé ça, qu'on avait du mal à se dire, je vais prendre du temps, je vais prendre un jour entier de ma semaine à faire que apprendre aux autres. Et en fait, le truc, c'est que très probablement, toi, t'en as bénéficié à un moment, tu vois, donc il faut que tu aies voilà. Mais je pense qu'on n'a pas forcément conscience de à quel point on a été aidé par d'autres et qu'il faut un petit peu essayer de rendre l'appareil, je pense, à des devs plus jeunes. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur le fait qu'on mesure facilement la rentabilité d'un dev. J'ai exagéré là-dessus. Parce que c'est quoi ton critère pour mesurer la productivité d'un dev? Non, j'en ai pas. Surtout pas les lignes de code, typiquement. Mais ce que je veux... Mais parce qu'en fait, il y a encore pas si longtemps, il y avait beaucoup d'entreprises qui mesuraient la productivité d'un dev en fonction du nombre de lignes de code qui étaient pondues. Ouais, effectivement, même encore aujourd'hui, il l'a encore fait il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui commencent à se dire on va aussi mesurer le nombre de lignes de code que tu enlèves, en étant conscient que c'est aussi une valeur en tant que telle. Il y en a qui se mettent dans une mécanique de se dire on va mesurer le nombre de story points que tu arrives à écluser par semaine. Il y en a qui vont compter en nombre de features, mais je pense qu'en tout cas, c'est peut-être une... Tu as raison. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, en fait, on peut pas le mesurer, mais en tout cas, on a l'illusion qu'on peut le mesurer. Ouais, ce qui n'est pas le cas d'autres métiers. Tu vois. Si, regarde un commercial. Ouais, c'est vrai. Un commercial, c'est facile. Tu regardes combien de factures il a encaissé, en fait. Et là, tu vois, tu peux faire un classement facile de tes commerciaux. Alors que les devs, tu sais, on parle souvent des 10 times developers. Donc, ces développeurs, c'est 10 fois développeurs. C'est ces gens qui apportent 10 fois plus qu'un développeur lambda. En fait, un développeur, un 10 times developers, c'est pas quelqu'un qui va coder plus de lignes de code, c'est pas quelqu'un qui va shipper plus de features, mais c'est quelqu'un qui a un impact sur l'équipe qui fait que tout le monde travaille mieux parce qu'il est là ou parce qu'elle est là. Et donc c'est forcément une personne qui va certes coder un peu, mais qui va aussi aller aider les autres, qui va faire des code reviews, qui va aider à débugger, qui va aider à débloquer des trucs, qui va te mettre en place un ADR, qui va te mettre en place des outils, enfin des trucs. C'est quelqu'un qui a une contribution qui est plus large exactement que lui simplement, mais qui du coup elle est vachement dure à mesurer, parce que comment tu mesures que les 20 lignes de code
qui ont été produites par Jean-Marc, en fait, il y en a 7 qui sont grâce à Sophie. Comment tu fais pour mesurer que c'est Sophie qui est 10 times developer? Tu peux pas, quoi. Ouais. Donc c'est pas si facile de mesurer la qualité d'un dev. Je suis d'accord. De toute façon, tu peux pas. D'ailleurs, pour revenir sur ton exemple des commerciaux, c'est aussi un truc qu'on a. C'est les commerciaux, en fait, t'as moins le problème, je dirais, parce que t'as des salaires. Tu sais, t'as des bonus. En fait, ils sont très indexés sur leurs résultats au sens financier. Parce que c'est facile de mesurer. Ouais, peut-être. Tu peux aussi faire ça. Ouais, c'est vrai. Bon, intéressant. Intéressant. J'ai une question, du coup, je pense que c'est ma dernière question, qui est pas forcément tech, mais en fait, moi, je suis curieux. Donc aujourd'hui, toi, comme tu l'as dit, tu animes le podcast If This Then Dev, et jusqu'à récemment, donc tu étais chez Cosa Vostra, où en fait, vous avez 3 podcasts. Ouais. C'était 3 C-level avec 3 podcasts. Donc il y a Mathieu Stéphanie qui a Génération Do It Yourself. Il y a Le Panier de Laurent Kretz. Et toi qui... Et il y a aussi Mediarama de François Desfossés. Ah, celui-là, je le connaissais pas. Ok. Qui est beaucoup plus niche parce qu'il parle du monde des médias. Donc Ok. c'est très spécifique. Ok. Et ma question, c'est comment vous en êtes arrivés là, en fait, du coup, tous les 4, à vous retrouver dans une boîte où tous les 4 vous avez un podcast? Alors c'est comme souvent, c'est une histoire de hasard, on va dire, entre guillemets. Donc Cosa Vostra a été créé à peu près quand moi j'ai rejoint Auction. En fait, Laurent Kretz, qui est un des fondateurs de Cosa Vostra, qui est un très bon ami, on avait réfléchi, avant que moi je rejoigne Auction et que lui crée Cosa Vostra, on avait réfléchi ensemble à créer une boîte. Okay. Donc on était très bons potes, on avait envie de monter un truc ensemble. Finalement, ça s'est pas fait. Lui a commencé à créer Cosa Vostra avec Mathieu, François Desfossés donc, et Pierre Stéphanie aussi. Et donc, on se rencontrait régulièrement avec Laurent. Mathieu a lancé son podcast de son côté. Il raconte souvent l'histoire, c'est qu'en fait, il entendait plein de podcasts américains qui le passionnaient. Il n'arrêtait pas de se dire j'ai hâte que quelqu'un en France fasse un podcast équivalent. Do it yourself. Et puis en fait, ne voyant personne le faire, il se dit en fait, je vais le faire, parce qu'à un moment, ça suffit, quoi. Et donc, il a lancé comme ça, effectivement, Génération Do It Yourself. Donc, il l'a fait lui-même. Et donc, ça, c'était il y a 5 ans, je crois, à peu près. Ouais, okay. 5-6 ans. Ça a très vite bien fonctionné. Puis, ça a très bien fonctionné. Et le podcast, du coup, c'est un truc qui a été un peu fondamental chez Cosa Vostra. Okay. Et du coup, il y a 4 ans, au cours d'un dîner, moi, j'évoque à Laurent le fait que j'aimerais bien faire un podcast. Et il me dit, écoute, ça tombe bien, chez Cosa Vostra, on crée un incubateur à podcast, okay. dont j'ai oublié le nom parce qu'il n'existe plus. Et il me dit, moi, je vais lancer aussi un podcast dans cette initiative-là, il y en a d'autres qui vont se lancer. Donc, viens, fais-le chez nous. Donc, moi, bonheur, tu vois, tu me proposes un studio, du matos, c'était idéal. Donc, c'est comme ça que j'ai créé IFTTD. Et c'est comme ça qu'un an après, j'ai rejoint Cosa Vostra. Ah, t'avais créé le podcast avant? J'avais créé le podcast un an avant. Okay. Et donc, c'est comme ça que, du coup, j'ai rencontré Mathieu. C'est comme ça que j'ai rencontré toute l'équipe de Cosa Vostra. Et que le courant est bien passé. Et que du coup, je les ai rejoints un an après. Et donc, Laurent, je crois que lui, il a créé son podcast quelques mois. Je crois que c'est 1 mois ou 2 mois. Hein. C'est okay. Assez proche par rapport à FTTD. François, lui, il a créé son podcast il y a 1 an, je crois à peu près, quelque chose comme ça, ou 1 an et demi. Donc, il s'appelle Mediarama, qui s'adresse du coup au monde des médias. Et il y a Louis Dumoulin aussi, qui est un autre associé de Cosa Vostra, qui lui a créé son podcast il y a 3 mois, qui s'appelle... Alors, j'ai plus le nom exact. Alors, je sais que Louis ne m'entendra pas parce qu'il n'écoutera pas ce podcast, mais je m'excuse auprès de lui quand même. Je crois que c'est une histoire de goût, ou une histoire de bon goût, ou qu'est-ce que le bon goût? C'est sur quoi? En fait, Louis, chez Cosa Vostra, il s'occupe de toute la branche luxe. Okay. Et du coup, il reçoit des créateurs de grandes maisons. Et donc, c'est des épisodes qui sont assez longs aussi, un peu dans le même format que Mathieu, mais pas sur la vie de ces gens-là, mais plus un peu sur la construction de leur schéma créatif, d'où viennent un peu leurs perceptions de ces éléments-là. Et donc, il a reçu, je crois, son premier épisode, c'était avec le directeur artistique de la maison Balmain, je crois, quelque chose comme ça. Ça me dit quelque chose, ouais. Un grand truc, tu vois. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc, c'est un autre type de format. Mais donc, ouais, le podcast, c'est quelque chose qui anime beaucoup Cosa Vostra. C'est dans l'ADN, ouais. C'est dans l'ADN. Mais tu vois, moi, j'ai quitté Cosa Vostra donc en fin août. Mon podcast est encore une production de Cosa Vostra, donc ça reste encore un truc. Et Cosa Vostra a créé un label de podcast qui s'appelle Orso Media, dans lequel il y a plein de podcasts qui sont, je crois que j'ai vu ce truc, qui sont présents. Il n'y a pas que les podcasts de Cosa Vostra, il y en a d'autres aussi. Et du coup, il y a tout
tout un soutien à cet écosystème en fait chez Cosa Vostra. Ok. Parce que ça a apporté énormément à Cosa Vostra. Ouais, donc, j'imagine, la visibilité, elle est folle. clairement. Enfin, le podcast de Mathieu, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Cosa Vostra. à la Ouais. base. Bah, le podcast de Mathieu, genre de souvenir, je crois que c'est le podcast francophone. C'est le plus gros podcast francophone qui n'est pas créé par une émission de radio, par une Ah ouais, maison de radio. d'accord, ok. C'est arrivé à RTL. Entre guillemets indépendant. Ok. Et fun fact, parce que j'ai reçu le CTO de Radio France. Je sais pas si tu sais que mais Radio France est le deuxième producteur de podcast au monde. En termes de volume, En termes de volume, d'écoute Ah ouais. et compagnie. Ils ont pris le virage en fait, c'est ça Bah ouais, en fait, toutes leurs émissions de radio sont maintenant disponibles en podcast et ils ont beaucoup de contenu qu'ils produisent exclusivement en mode podcast. Ok. Ils ont une application de podcast qui fonctionne très bien. Donc non, Radio France, c'est un truc, c'est un truc colossal. Ouais, j'en Donc, écoute un certain c'est difficile nombre, d'atteindre ça. Après, Mathieu, il est sur des... Oui, c'est un succès. C'est un très beau succès. C'est un podcast exceptionnel. Top, merci Bruno. Je pense qu'on arrive au bout du temps imparti et des questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui t'écouteront? Un mot de la fin. Il y a un sujet qu'on avait évoqué ensemble, et qu'on n'a pas encore réussi à caser, donc j'en profite. Vas-y. Et qui a un vrai débat, et du coup, je te pose aussi la question. J'ai fait un extrait sur TikTok il n'y a pas très longtemps, il y a un petit moment maintenant, qui a complètement explosé, où je recevais le tech lead de Deezer, qui expliquait qu'il regrettait recevoir de plus en plus de devs qui ne connaissent pas la différence entre TCP et UDP. Alors, je vais pas te demander de me faire la différence entre TCP et UDP, mais est-ce que pour toi, c'est important pour un dev ou une dev de connaître la différence entre ces deux choses-là? Alors, enfin... C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est pas un critère de recrutement, tu vois, je vais pas mettre ça comme critère parce qu'en fait, tu as des différents... Mais en même temps, ça pourrait. Ça pourrait, mais en fait, ce qui est difficile, c'est que ce que ça témoigne quand tu connais ce truc-là, pour moi, aujourd'hui, c'est que si tu le connais, ça veut probablement dire que tu as une bonne attitude, je pense, vis-à-vis du dev. C'est-à-dire qu'en fait, tu es curieux. Parce que le TCP, UDP, enfin, tu vois, dans ta carrière de dev web, on va dire, c'est pas forcément un truc que moi, je l'ai rencontré, tu vois, par hasard, ça m'est arrivé. Un truc un peu hasardeux, des gars qui voulaient qu'on utilise une API absolument en UDP, tu vois, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont la curiosité de regarder un truc qui leur a pas forcément été utile à un moment. Voilà, ils sont curieux, ils vont chercher sans un objectif précis et ils vont apprendre. Et du coup, ça, moi, c'est un symptôme de quelqu'un qui a le bon état d'esprit vis-à-vis du dev. C'est ça le truc, tu vois. Parce qu'en soi, au quotidien, voilà, est-ce que c'est vraiment utile? Tu vois, moi, je vois plein de gens autour de moi qui sont trouvés à des bons devs, qui connaissent pas ce truc-là, et ça me dérange pas parce qu'ils ont l'état d'esprit sur le reste. Quoi. Voilà. Ouais, j'entends, je suis aligné. Alors du coup, je te pique à chaud. Vas-y. Ce serait quoi, du coup, pour toi, la finesse ou le détail dans le monde du dev, tu vois, équivalent à TCP, UDP, qui est pas un truc qui est nécessaire pour toi dans ton dev au quotidien, mais tu connais cette nuance, cette subtilité du monde de la tech? C'est pas simple, hein, comme question. Non, c'est pas simple. Non, en plus, j'ai du mal à trouver une question qui, tu vois, que tout le monde devrait connaître. En fait, j'ai un peu du mal avec ça. Parce que tu vois, il y a un truc que j'ai découvert. Alors, c'est grâce à mon podcast, mais que j'ai découvert que dans le monde du jeu vidéo, il y a une mécanique en fait qui est très différente. C'est que dans un jeu vidéo, tu as besoin d'afficher à l'écran au joueur tout ce qu'il a besoin de voir qui est face à lui. Mais il y a aussi tout le reste que tu vois pas, qui est sur le reste de la map. Et donc, tu as besoin d'avoir un moteur qui, à un instant T, sait exactement où sont placées chaque chose. Et donc, moi je suis dev objet, je me dis, bah c'est facile, j'ai des objets, des instances qui ont leurs coordonnées et compagnie. Sauf qu'en fait, si tu as un moteur qui doit savoir, qui doit aller interroger à tous les objets qui sont présents sur une map pour savoir où ils sont placés, ça lui prend un temps fou. Et donc en fait, il y a une mécanique de ticker dans un jeu vidéo, où en fait, tous les objets, ils centralisent eux-mêmes leur position à un endroit, et comme ça, ton ticker, à chaque instant, il a la position de tous les objets sur la map. Et je trouve que cette mécanique, en fait, de dire que l'exécution, elle est comme ça, basée sur un ticker sur lequel tous tes objets se basent et fonctionnent. Pourquoi? Pour recalculer leur position, en fait, c'est ça ou... Non, c'est pas. Ça te permet d'afficher au joueur ce qui est en face de lui, parce que du coup, tu as un système qui, du coup, récupère la position de tous les objets, mais pas en interrogeant les objets un par un, en se basant sur un annuaire que tous les objets ont eux-mêmes abreuvé. D'accord, c'est c'est un système de bus, en fait, enfin... Non, tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Donc, en fait, tout le monde vient poster sa position à un endroit, en fait, c'est ça. Et je trouve que cette architecture intellectuelle, elle est... il n'y a aucun moment tu as besoin de reproduire ça dans une app React, très clairement.
Mais je trouve que c'est intéressant comme solution. Ouais, c'est d'accord. Mais de nouveau, pour moi, l'important, c'est de la curiosité désintéressée, j'appellerais ça. Ouais, tu vois, exactement. Voilà. Bon, on finira sur ce mot-là, du coup, Bruno, je te propose. Et bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'est très chouette de te rencontrer. Et puis, ça va être un Et merci pour l'invitation au Free Up. Bah, avec plaisir. Salut Bruno. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.